Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons faire une très longue vidéo. Nous allons parler de ce rapport ici qui est sorti au mois d'août l'année passée, en 2020, qui faisait un bilan de en fait, la première vague de pandémie qu'on a vécue au Québec au printemps passé, OK? Écoutez, moi, ce document-là, de la façon que j'ai réussi à tomber là-dessus, c'est parce que, bon, regardez, en tout cas, comme à tous les jours, je vérifie les nouvelles et je suis tombé sur un article qui, de fil en aiguille, m'a amené à aller consulter le site de la mafia médicale du Québec qu'on appelle, en fait, c'est le Collège de médecins du Québec. Et quand j'ai fouillé un petit peu là-dedans, j'ai réussi à tomber sur ce rapport-là qui, imaginez-vous, c'est un rapport de 99 pages, OK, qui fait un portrait de la crise qu'on a vécue au printemps passé. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que, regardez, je vais éplucher avec vous tout le rapport au complet. C'est pour ça que je vous dis que ça va être quand même très long. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout m'arrêter sur les affaires que je considère plutôt importantes, là, parce qu'on s'entend que si je vous lisais le rapport de 99 pages, ça n'aurait pas d'allure. Puis écoutez, de toute façon, le rapport, je le mets aussi sur ma page Facebook Citoyens Lucides. Alors, si ça vous tente d'aller y jeter un œil, là, vous pourrez aller voir ça. Et bien entendu, c'est sûr que je vais me permettre de commenter aussi certains points qu'on voit là-dedans. Vous avez trois lettres des ministres qui ont été principalement, je vous dirais, là, impliqués dans cette crise-là. Et ça commence ici avec une lettre de Himmler-Dubé, message du ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, notre cher Himmler-Dubé dit, au cours des derniers mois, le Québec, tout comme le reste du monde, a vécu une crise humaine et sanitaire sans précédent que nous avons dû aborder avec une très grande résilience. Pendant cette période, nous avons beaucoup appris et nous avons eu à trouver quotidiennement des solutions efficaces. Ça part pas bien, hein? Aux nombreux enjeux auxquels ont été confrontés les équipes de notre réseau de santé et de services sociaux, particulièrement dans nos milieux de vie pour aînés. Pour ce faire, nous avons pu bénéficier d'une grande collaboration et du soutien de la santé publique et de différents groupes d'experts et de scientifiques. Oh, je tiens à remercier ces personnes ainsi que tout le personnel du réseau de la santé et des services sociaux pour leur contribution et leur travail essentiel. Il faut également souligner l'exceptionnelle solidarité et le courage des Québécoises et des Québécois qui ont contribué à appuyer nos équipes au pire de cette crise, ce dont nous pouvons tous être très fiers. Maintenant, bien que la situation se soit stabilisée, n'oubliez pas, là, cette lettre-là, ça a été écrit au mois d'août 2020. Vers la fin du printemps, au cours de l'été, il faut rappeler que d'autres défis s'annoncent. Entre autres, nous devons composer avec une présence soutenue de la COVID-19. Donc, c'est ça. Écoutez, donc ça, ce document-là est sorti au mois d'août 2019. Au mois d'août, là, il n'y en avait plus de cas. Il y avait à peu près l'équivalent de 1 mort par jour. Puis, si on avait à peu près 250 cas dans la province par jour, là, c'était pas mal ça, là. Fait que son histoire de trucs soutenus, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Dans notre communauté, la possibilité d'une deuxième vague de la pandémie. Fort des leçons tirées de notre récente expérience, nous pouvons d'ores et déjà agir de manière à prévenir certaines difficultés et conséquences qui pourraient en découler. Alors, vous savez que l'histoire de la deuxième vague, on nous en parle depuis le mois de mai. OK? Là, ce document-là est sorti au mois d'août. Et après ça, on a été... l'histoire de la crise, là, c'est comme revenu. Puis encore là, écoutez, on était peut-être rendu au mois de septembre, là, quand on était à peu près aux alentours de 700 cas dans la province au complet. Et après ça, on est très rapidement tombé en deuxième confinement au mois d'octobre. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais réussi à s'en sortir. Alors, le gouvernement, donc Himmler-Dubé, nous dit ici, écoutez, il faut qu'on se prépare. On a vécu une première vague. Là, on sait qu'il y a une potentielle deuxième vague qui peut arriver. Alors, nous devons prendre certaines mesures pour éviter que le chaos de la première vague se répète.
Le premier ministre du Québec a donc demandé d'une part de dresser un bilan des actions que nous avons menées jusqu'à maintenant et de brosser un portrait des difficultés rencontrées lors de la première vague. D'autre part, il fallait identifier les enjeux auxquels nous sommes toujours confrontés afin de guider les actions du ministère et ainsi adapter notre réponse face à une éventuelle deuxième vague de la COVID-19. Alors, est-ce que nous avons été bien préparés à la deuxième vague? On est rendu en janvier 2021 et voyez où est-ce qu'on est rendu. Mais c'est pas grave, regardez, on va quand même s'amuser avec ce rapport-là, je vous dis. Alors ici, message du ministre délégué à la santé et aux services sociaux. La COVID-19, dès son apparition l'hiver dernier, a pris tout le monde par surprise. Ne connaissant que peu de choses de ce nouveau virus, nous avons su réagir rapidement, recueillant des renseignements précieux. Quoique de nombreuses questions demeurent à ce jour sans réponse, l'expérience acquise au cours de cette période est sur ce quoi nous devons miser pour affronter la potentielle deuxième vague qui nous attend. Deuxième ministre qui nous dit ça. Le présent plan d'action est à cet égard un outil essentiel. En plus de nous guider quotidiennement dans la lutte qu'il reste à mener au cours des prochains mois, il nous aidera à mieux soutenir l'ensemble des personnes vulnérables de nos communautés qui sont les plus affectées par la situation actuelle. Depuis le début de cette pandémie, nous n'avons ménagé aucun effort pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Aïe, aïe, mais là, écoutez, c'est le champion des menteurs, ça, lui, hein? Tant du côté de la santé mentale, des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle, des jeunes en difficulté ou des organismes communautaires, entre autres, nous avons tenté de contrer l'isolement social, la détresse financière et l'anxiété liée à la crise et pallier les difficultés d'accès à certains services en ces temps difficiles. Le rapport que je vais vous lire va vous prouver exactement le contraire de ce qu'il vient d'affirmer. Lui dit on a tout fait, on a tout fait. Non, on va voir dans le rapport tout ce que vous n'avez pas fait. L'absence de traitement ou de vaccin pour traiter ou immuniser contre la COVID-19, la présence soutenue du virus dans notre communauté. Encore là, mois d'août 2020, il n'y avait absolument rien d'alarmant. Là. Pour ainsi dire, le virus était quasiment mort. Puis s'il n'y avait pas eu d'histoire de distanciation sociale puis tout, là, on aurait été capable d'atteindre un niveau d'immunité collective qui aurait eu pas mal plus d'allure que ce dans quoi qu'ils nous ont embarqués. Nous incite à adapter nos approches afin de limiter l'impact de cette situation exceptionnelle sur les personnes les plus vulnérables, au détriment des autres. Hein? C'est pas compliqué, là. Puis vous allez voir encore là dans le rapport quelles étaient les personnes vulnérables. Fait que, regardez, on parle d'une classe de personnes là, qui étaient en fin de vie, là. Fait que, puis tous les autres ont dû payer pour ça. C'est en poursuivant ici notre travail que de concert avec les équipes de notre réseau de santé et des services sociaux, de même qu'avec les experts. Oh mon Dieu. Ouf. Oh. Les experts qui ont su si bien nous conseiller jusqu'à maintenant, nous pourrons traverser cette crise avec résilience et solidarité. Signé Lionel Carman, ministre délégué de la Santé aux services sociaux. Puis ça, c'est un gars qui est un médecin, là. Et celle que, bon, regardez, c'est pas non plus la personne la plus aimée du Québec. Message de la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Les derniers mois ont été difficiles pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois et surtout pour les plus vulnérables d'entre eux, dont les personnes aînées, fragilisées par des situations qui limitent leur autonomie, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan financier ou même sur le plan social. Plusieurs de ces personnes ont pu vivre la pandémie comme une terrible épreuve mettant en péril leur bien-être, voire leur vie. C'est très bien dit, ça. Dès les premiers mois, ce sont leurs milieux de vie qui ont été les plus affectés. Malgré les mesures qui ont été mises en œuvre, nos nombreux efforts n'ont pas suffi à prévenir certains drames dans ces milieux, ce qui a suscité un élan de solidarité instantané et manifeste au sein de la population. Toutefois, il ne faut pas oublier que la COVID-19 a eu d'autres effets néfastes sur la vie des aînés. Coupés de leurs proches et de leurs familles,
Plusieurs d'entre eux ont vécu un certain isolement pendant des semaines. Et là, on est rendu en janvier 2020, alors remplacer semaine pendant des mois. Privés du réconfort qu'aurait pu leur apporter leur entourage, ces personnes ont ressenti une grande détresse qu'il importe de ne pas négliger. Avec la deuxième vague à laquelle nous pourrions être confrontés, nous devons nous préparer à mieux les soutenir tout en assurant leur sécurité au quotidien. Rien de tout cela n'a été fait. J'aimerais également rappeler que nous ne devons pas oublier non plus les proches aidants au cœur de cette crise. Je souhaite leur réitérer notre soutien et nous allons veiller à bien les accompagner au cours des prochains mois, chose qui n'a pas été faite. Signé Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Alors, ici, on a une petite interface pour nous préparer un petit peu au document qui dit « Le présent document vise à dresser un bilan préliminaire de la première vague de la COVID-19 sur le territoire québécois et présenter un plan d'action pour répondre à une éventuelle deuxième vague. » L'objectif premier de cette démarche est de présenter les chantiers prioritaires et les solutions à mettre en œuvre afin d'améliorer le niveau de préparation du réseau québécois de la santé et des services sociaux et de ses partenaires. Le présent document n'aborde que les problématiques relatives au domaine de la santé et des services sociaux. Et vous allez voir, le bilan est complètement dévastateur, OK? Et on ne parle même pas du tout zéro du restant de la population et de l'économie du Québec. On n'en parle même pas. Imaginez-vous. Des constats ont été tirés à partir des difficultés et des enjeux vécus au cours des derniers mois. Avec le présent rapport, le gouvernement fait le point sur les différentes initiatives engagées dans le domaine de la santé et des services sociaux afin de lutter contre les effets de la pandémie. Plus précisément, le rapport présente un bilan des difficultés rencontrées, donc tous les échecs, là, et des initiatives mises en œuvre lors de la première vague de la pandémie, les enjeux identifiés et les actions prioritaires à mettre en place pour faire face à une éventuelle deuxième vague de la pandémie. Ça a été écrit au mois d'août 2020, OK? Et je peux vous confirmer que toutes les mesures qu'ils vont avoir considérées comme étant prioritaires à mettre en œuvre pour éviter un impact de la deuxième vague, ils ont absolument à rien pantoute respecté de leur affaire. Alors, si ça vous intéresse d'en avoir les preuves, on défile là-dedans. Des constats généraux sont identifiés d'entrée de jeu quant au bilan de la pandémie au Québec. Dès le début de la crise, le gouvernement a agi rapidement en mettant en place des mesures importantes de confinement. Ces décisions difficiles ont permis de limiter la transmission communautaire du virus dans la plupart des régions. La situation était plus difficile à Montréal, mais tout de même demeurée sous contrôle. Ils ont du front tout le tour de la tête, de dire ça. Grâce aux efforts de la population, des équipes de santé publique et du personnel de la santé et des services sociaux. Et là, ça, ce document-là qui est du mois d'août 2020, après ça, il y a des études qui ont prouvé que le confinement, ça n'était pas une bonne solution pour régler des pandémies de ce genre-là. Alors, venez pas nous dire là-dedans, malgré que là, vous allez dire que vous ne le saviez pas, même si vous continuez à dire que ça fonctionne, mais ces mesures-là n'ont absolument à rien donné pour le contrôle de l'évolution de la pandémie. Et ils en rajoutent. Bien que les mesures de confinement mises en place aient permis de sauver des vies, le Québec a néanmoins vécu l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Ouais, effectivement, parce que c'est vous qui avez créé cette espèce de peur-là imaginative.
Alors qu'en quelques mois seulement, le virus a fait plusieurs milliers de morts, principalement dans les milieux de vie pour aînés. Et nous allons en parler plus tard. Une chose qui est importante aussi. Au Québec, les autorités de santé publique ont convenu qu'un cas est confirmé positif à la COVID-19 dans les situations suivantes. Un test de dépistage avec résultat positif, donc les fameux tests PCR qui sont réglés bien trop sensibles. Deuxième point, une exposition à risque élevé avec un cas confirmé par laboratoire pendant sa période de contagiosité et un tableau clinique compatible. Une exposition à risque élevé du type contact au domicile avec cas confirmé par laboratoire, partenaire intimé, personne ayant prodigué des soins dans un contexte non médical. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est le fameux lien épidémiologique. OK? Alors voyez-vous, les gens, donc il y a des gens qui ont été testés à la COVID. Mettons qu'on est dans un CHSLD, OK? Il y a une personne qui est testée COVID, automatiquement tous les autres deviennent testés COVID parce que dans le fond, la personne demeure sous le même toit quand même que l'autre personne. Donc quand on dit qu'il y a eu une explosion des cas, parce que, regardez, même si vous n'avez pas été testé, il y a quelqu'un d'autre au fond du couloir qui a été testé positif à COVID, automatiquement, vous étiez testé COVID vous aussi, carrément, là. Un cas est suspecté si la personne présente des symptômes ou signes cliniques compatibles avec COVID-19 sans aucune autre cause apparente. Fièvre, plus de 38 degrés Celsius. Il y a plein d'affaires qui peuvent causer une fièvre. Alors, aussitôt que vous faisiez de la fièvre, pouf, on mettait que vous étiez contaminé à la COVID-19 dans votre dossier. Tout, récente ou chronique exacerbée. Alors, vous toussez, on met COVID dans votre dossier. Difficultés respiratoires. Regardez, les personnes les plus affectées par la COVID-19 sont des personnes âgées en fin de vie qui ont très souvent des problèmes de difficultés respiratoires. Paf, COVID-19. Anosmie. Bon, ça, l'anosmie, je peux le comprendre. Là, ça, c'est quand vous perdez l'odorat. 2 personnes infectées par la COVID-19 sur 3 sont atteintes d'anosmie. Donc ça, c'est effectivement un symptôme qui est très, très caractéristique à la COVID-19. Des signes radiologiques d'infiltrat correspondant à une pneumonie. Alors, si vous avez une pneumonie, paf, on vous le met COVID-19. Un syndrome de détresse respiratoire, paf, on vous met COVID-19. Un examen pathologique compatible pour un décès. Mais on n'a même pas fait d'autopsie, en tout cas. Par précaution et compte tenu des incertitudes scientifiques quant à la transmissibilité du SARS-CoV-2, en cas de doute, le cas doit être considéré comme suspecté. Alors, nous avons accumulé les cas de COVID, mais ça, on en a parlé plein de fois. OK, donc évidemment, c'est sûr que ces graphiques-là, vous le connaissez déjà. Alors, vous avez ici le graphique bleu ici qui parle du nombre de cas, et c'est un petit peu là qu'à un moment donné, on est devenu qu'on a parlé de codémie. Et ça, voyez-vous, ça, c'est le printemps passé, OK? Puis après ça, vous avez l'automne, pendant l'été, là. Alors ça, c'était la situation des cas. Quant au décès, c'est un petit peu la même affaire. Par contre, là, vous ne verrez pas bien là-dedans, mais on voit que les morts, donc c'est toutes les petites lignes rouges qui sont là. Alors, principalement, les gens qui sont morts de la COVID-19 sont les lignes rouges, les CHSLD. Après ça, vous avez les petites lignes oranges. Ça, c'est les résidences pour personnes âgées. Après ça, vous avez le point vert qui sont les gens qui sont morts dans leur domicile. Et après ça, vous avez, je ne sais pas trop, RT, là, autre et inconnu. Bon, fait que ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ici, nous avons le nombre d'hospitalisations. Alors, c'est la même affaire. Printemps passé. Après ça, on a l'été. Un premier bilan selon les régions. En date du 7 août 2020, le Québec recensait 60 241 cas confirmés et 5 687 décès. À elle seule, la région de Montréal
représentait 48,3% des cas confirmés et 60,6% des décès. À l'inverse, on n'a recensé aucun décès dans les régions de la Côte-Nord, du nord du Québec, du Nunavik et des Terres-Cries et de la baie James. Par contre, oui, il y a eu des décès à d'autres places, comme par exemple dans la région de Québec, mais c'était quand même très, très, très minime. Un autre graphique que vous connaissez. Une pandémie qui a surtout frappé les personnes les plus âgées. Au Québec, la pandémie a affecté particulièrement les personnes les plus âgées. Au 10 août 2020, 91,6% des personnes décédées avaient 70 ans ou plus. Aucun décès n'avait été observé dans le groupe d'âge de 0 à 20 ans. Alors qu'à l'inverse, le taux de décès par 100 000 habitants atteignait 693,06 pour le groupe d'âge de 80 à 89 ans et 2303,13 pour le groupe d'âge de 90 ans et plus. Et voyez-vous, les personnes qui sont mortes, c'est toutes majoritairement des gens qui sont mortes où? Dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Mais nous avons fait chier tout le restant du Québec alors que c'est dans ces établissements de santé-là qu'il y avait les principaux problèmes majeurs de COVID. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Au Québec, le 6 août 2020, 89,2% des décès dus à la COVID-19 étaient survenus dans les établissements de soins d'hébergement de longue durée. C'est le gouvernement qui écrit ça, là. C'est pas moi qui l'invente, OK? Fait que toutes les autres personnes qui vous ont dit ça aussi, on ne l'a pas inventé, OK? Puis imaginez-vous qu'on s'est fait traiter de complotiste parce qu'on disait des affaires de même, alors que Christy de Calix, c'est le gouvernement qui l'écrit, OK? Fait que là, vous allez arrêter de nous écœurer, Calix. Moi, là, regarde, je m'excuse, là, mais il n'y a personne qui s'est occupé des Christy de CHSLD puis des résidences pour personnes âgées, puis tout le restant du Québec en a payé les conséquences de ça. Le Québec parmi les plus touchés dans le monde. Le Québec a été durement touché par la pandémie, ce qu'on peut constater lorsqu'on compare les données disponibles à travers le monde. Il importe toutefois de faire preuve d'une certaine prudence lors de comparaisons avec d'autres juridictions, d'abord comme la situation internationale est hautement évolutive, puis parce que la méthodologie appliquée pour le suivi de l'épidémie et des décès varie d'un État à l'autre. Nous avons été fidèles aux habitudes du Québec de toujours faire pire que les autres. Vous avez entendu tantôt parler qu'est-ce que ça prenait comme condition pour être déclaré COVID-19? Rien, pantoute. C'était quasiment écrit COVID-19 aussitôt que tu commençais à tousser, OK? Par lien épidémiologique. Puis s'il y avait un autre bénéficiaire sur ton étage qui avait été déclaré positif, ben tu l'étais toi aussi. Alors voyez-vous là, pourquoi est-ce que le Québec est pire que les autres? C'est à cause de ça. Notons que le Québec a adopté une méthodologie inclusive dans la détermination des cas et décès liés à la COVID-19. Telle que présentée précédemment, cette méthode inclut les décès de personnes pour lesquelles le diagnostic est confirmé par un test de laboratoire ou établi par le lien épidémiologique, par exemple, contact avec une personne ayant testé positif. Et quelle est la définition de contact? C'est pas écrit là-dedans. Selon les données publiées par l'Institut de la statistique du Québec, cette approche semble rendre en continu un portrait juste de la situation. Non, pas en tout. Vous avez inventé de la COVID-19 au Québec. Des gens qui sont morts, pas de la COVID. Des gens qui n'ont pas eu la COVID. Vous avez écrit dans leur dossier COVID parce que vous aviez besoin de gonfler vos chiffres.
Ça fait des mois et des mois et des mois que l'on répète sans cesse toujours la même maudite affaire. Là, ce que je suis en train de faire là, c'est de la job des astis de journalistes de marde. Il n'y en a aucun Chris d'asti de journaliste de marde qui s'est occupé d'aller lire ce maudit rapport-là que j'ai réussi à trouver sans aucune difficulté dans le site du Collège des médecins du Québec et qui est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun Chris d'esti de média qui s'est occupé d'aller lire ce rapport-là puis de le révéler au monde. Pantoute! Non, ils préféraient eux faire la une des journaux avec ça, puis de faire, hein, on a vu. Vous avez vu tantôt les cas puis toutes ces affaires-là? Ben imaginez-vous que l'action de TVA a varié exactement avec la même Christie de courbe qu'au fur et à mesure que les cas montaient puis descendaient. Fait que les médias, là, ben c'est ça. En fait, c'est la COVID-19 est une pandémie de virus. Ben, les médias sont une pandémie de désinformation, complètement. La confirmation du risque. Alors que le cap des 100 000 cas confirmés dans le monde est atteint, une cellule de crise pilotée par le premier ministre du Québec se met en opération et se réunit quotidiennement. Elle est composée d'une vingtaine de personnes provenant des ministères du Conseil exécutif, de la santé et des services sociaux et de la sécurité publique. Dans ce conseil-là, il n'y avait que Dr Horacio Arruda qui était un médecin, un expert de la santé. Tous les autres sont des estis de vieux Chris qui étaient des attachés politiques, des maudits bons à rien, ok, qui étaient... Même, il y en a une, là, qu'elle a déjà été tablettée, puis que là, elle a été récupérée, une Christie de pas bonne qui était au ministère du Transport du Québec, ok? C'est ça le panel de marde qui prend les décisions concernant la population du Québec. Elle est notamment appuyée par une structure de gouvernance exceptionnelle, exceptionnellement nulle, oui, ça on va le dire, mise en place au ministère de la Santé et des Services sociaux composés d'une cellule de gestion stratégique, d'une cellule de gestion opérationnelle, de comités cliniques et scientifiques chargés de fournir l'expertise requise afin de soutenir la prise de décision gouvernementale. Toutes des maudits bureaucrates qui font rien de bon. Toutes des gens qui sont pas pantoutes sur le terrain, puis qui prennent des décisions, puis ils s'en calissent. C'est pas compliqué. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur la santé publique le 14 mars 2020, le premier ministre du Québec, non, c'est le premier dictateur du Québec, là, premièrement, parce que c'est un dictateur que nous avons au Québec. Monsieur qui décide unilatéralement et qui se calisse des autres. Annonce la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Renouvelé à tous les 14 jours et personne ne l'empêche de faire ça. Cette mesure exceptionnelle accorde au gouvernement certains pouvoirs extraordinaires, lui donnant les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie. Faire face à la pandémie. Par exemple, en lui permettant de procéder sans délai à l'achat de matériel ou de conclure tout contrat visant à protéger la santé de population sans recourir au processus d'appel d'offres normalement requis pour un organisme public. Au même moment, le premier ministre annonçait l'interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes et des visites régulières dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, ainsi que dans les résidences privées pour aînés. Ça, là, ça voulait dire d'envoyer en isolement, en prison,
les personnes âgées qui étaient déjà dans des CHSLD en fin de vie, ça a empêché ces personnes-là de pouvoir voir leurs proches. Laissant aux soins du système de la santé, qui est tellement performant, de s'occuper toute seule de ces personnes-là. Alors qu'il y en avait là-dedans des personnes que leur famille venait les aider. Mais là, non, vous venez plus aider, là. Non. Alors, ces personnes-là ont été crissées dans leur chambre. Il n'y a personne qui pouvait rentrer là-dedans. Puis après ça, vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a des personnes âgées qui sont mortes au printemps passé? C'est sûr qu'il y aurait des gens qui seraient morts quand même. Mais probablement que ça ne serait pas arrivé comme ça si l'esti de dictateur de Néandertalien Legault, c'était pas lui-même, avec son quotient intellectuel limité, OK, qu'il avait imposé ces mesures-là aux Québécois, Chris, ben tout ça, là, on n'en serait même pas rendu là. Écoutez bien ça. Évidemment, le Québec, comme j'arrête pas de dire tout le temps, on est toujours pire. On est toujours pire que les autres. Tout ce qu'on peut faire de pire, on le fait. Les mesures du confinement. Le Québec a été parmi les premières sociétés à mettre en place d'importantes mesures de confinement. On constate, dans le tableau ci-dessous, que ces mesures ont été mises en place pratiquement en même temps que l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse et avant la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et qui sont les pays parmi lesquels il y a eu le plus de problèmes? Je vais répéter. L'Espagne, la France, l'Italie sont les premiers à avoir fait du confinement, puis c'est eux qui ont fait le pire. Et nous aussi. Alors, vous avez vu dans les films d'armée, là, OK, les militaires là, qui ont des gros badges de toutes sortes de trucs de couleurs, hein, plus que habituellement tu es haut gradé, plus que souvent habituellement tu as une grosse palette. Alors on a ici, je sais pas trop, l'Agence du graphisme du Québec ou je sais pas trop quoi, là, qui s'est amusé à faire des belles petites palettes de couleurs pour tout montrer l'évolution des hosties de mesures que le gouvernement dictatorial a instauré pendant son fascisme sanitaire, OK? Alors là, je vous le montrerai pas tout, là, mais c'était juste pour vous montrer, là, que, en fonction, voyez-vous, ça, c'est comme l'évolution de la pandémie. Alors, on a le printemps passé et après ça, on a l'été, OK? Alors, voyez-vous, là, toutes les mesures en fonction de quand est-ce qu'ils sont entrés en vigueur par rapport à la pandémie, OK? Puis c'est toutes des affaires dégueulasses. Et la plupart de ces maudites mesures-là, elles sont toutes encore en vigueur des mois et des mois et des mois plus tard. Le Québec n'a cessé de limiter les libertés des Québécois, d'empêcher des gens de travailler puis de gagner leur vie, OK? Et puis ça, là, c'est jusqu'au mois d'août, là. Mais là, si on rajoutait encore au mois d'octobre, deuxième confinement, au mois de décembre, troisième confinement, toutes les maudites cochonneries qu'on a eues pendant Noël qu'on n'avait pas le droit de se voir. Là, on est rendu au quatrième confinement. Après ça, vous allez rajouter le couvre-feu jusqu'à 8 heures. Là, vous avez maintenant ça, c'est une question de jour, là. Là, vous allez avoir l'interdiction des voyageurs d'aller à l'étranger. Hein? Parce que là, à un moment donné, au début, ils nous disaient, ben regarde, si tu es à l'étranger, il faut que tu fournisses un test PCR 3 jours avant de revenir. Ah ben là, ça a l'air que le gouvernement n'a même plus confiance au test PCR à cette heure. Non. Même si tu as un test PCR, tu reviens ici, tu vas te ramasser 14 jours à l'hôtel à tes frais. Puis ça va être surveillé en tabarnak. Hein? Fait que là, ça, c'est jusqu'au mois d'août, là. Fait que si on rajoutait tous les trucs que je vous dis là, on aurait exactement à peu près autant de mesures rajoutées en bas de dessous. Et il n'y a absolument rien du tout qui a été enlevé. Rien. Pantoute. Ça n'a été que des mesures par-dessus mesures. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant ce temps-là? Rien du tout. Alors ici et tout en bas, ce sont les choses
que les Québécois et Québécoises ont fait pour aider apparemment à cette calice d'affaires-là. Ce sont tous les efforts que nous avons fournis depuis le tout début. Le gouvernement, là-dedans, a fait fuck all. Rien, pantoute. L'organisation clinique, la préparation, les milieux hospitaliers. Se référant au plan de lutte contre la pandémie et se fondant sur les expériences vécues à l'étranger d'hôpitaux débordés par le flot de patients atteints de la COVID-19, le ministère s'est rapidement mobilisé pour se préparer à une forte hausse des besoins en réorganisant sa capacité hospitalière afin de recevoir un volume important de patients et en organisant les activités de laboratoire, de pharmacologie et les services de première ligne. Le ministère a ainsi libéré rapidement des lits d'hospitalisation et de soins intensifs et mis en place un plan de contingence en identifiant des centres désignés ordonnancés selon les niveaux d'alerte liés au taux d'occupation des lits et le taux d'infection du personnel soignant. Tout au long de la première vague de la pandémie, le réseau a ainsi maintenu une capacité hospitalière adéquate pour recevoir des patients atteints de la COVID-19. Alors, voici ce que le gouvernement a fait. Vous avez ici le graphique qui dit taux d'occupation des lits d'hospitalisation et de soins intensifs. Nous débutons ici. Ça, là, cette ligne-là, elle est du 10 mars 2020. Donc, à partir du 10 mars 2020, les hôpitaux se sont vidés. OK? Ça, là, c'est là que le gouvernement a fait ce qu'ils appellent du délestage. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de s'occuper des gens qui s'en allaient à l'hôpital pour s'occuper de leurs vrais problèmes. Les cancers et toutes ces affaires-là, on s'occupe plus de vous. Toutes les chirurgies qui étaient considérées non urgentes, on s'occupe plus de vous. Alors, ils ont vidé les lits ici. Après ça, vous avez tout ça ici, OK? Voyez-vous, là, c'est pas mal stable. OK? Et cette courbe-là, donc la baisse commence du 24 mars, OK? Et elle se rend jusqu'au 10 juin 2020. Voyez-vous? Les hôpitaux se sont vidés de ce qu'ils faisaient normalement pour apparemment libérer des lits pour les gens de COVID. Et voilà qu'est-ce que ça a eu comme impact. Alors, le système de la santé, c'est payer des congés. Vous avez arrêté de travailler pour vos affaires, vous avez libéré des lits. Et c'est ça que la COVID, ça a fait. Eh bien, c'est beau. L'urgence et les services préhospitaliers. Le nombre de visites dans l'ensemble des urgences du Québec a diminué de 50% en l'espace de 24 heures. Du 13 au 14 mars, principalement à cause des craintes liées au nouveau coronavirus. Cette diminution marquée d'achalandage a persisté jusqu'à la fin avril. Aujourd'hui, le nombre de visites à l'urgence est revenu à un niveau habituel. Les difficultés vécues. La diminution drastique des services alternatifs de transport, taxi, transport adapté, notamment liée à l'incertitude entourant la COVID-19, a entraîné une hausse importante de la demande de transport ambulancier qui sont plus coûteux. C'est pas juste plus coûteux, là. Les ambulances, là, il n'y en a pas autant que des taxis. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que le personnel ambulancier a été occupé à faire des jobs de taxi. Ceci a eu plusieurs conséquences sur les citoyens et les services hospitaliers. Par exemple, faute de moyens de transport à faible coût, certains usagers, habituellement traités en clinique externe pour des services d'hémodialyse,
ont dû être hospitalisés. Des congés ont été retardés à la sortie de l'hôpital. La clientèle qui souhaitait une consultation dans une clinique de dépistage n'avait pas de transport pour s'y rendre. Dès le début de la pandémie, le volume d'appels au 811 et à la ligne gouvernementale a occasionné des délais d'attente importants pour les citoyens. Comme le démontre le graphique suivant, une augmentation importante de la capacité au 811 réalisée notamment par l'affectation d'infirmières en retrait préventif a permis de résorber l'attente sur une période de 10 jours. Les difficultés à traiter. L'importante réorganisation des services médicaux n'est cependant pas sans conséquence sur le traitement des autres pathologies dans un système de santé qui, en temps normal, est déjà hautement sollicité. Le délestage d'activité occasionnera des délais dans les traitements aux patients qui seront accentués par le ralentissement des services diagnostiques. Alors, regardez. Là, pour les théories du complot, OK? Le grand reset, puis l'agenda de Rockefeller ou je sais pas trop quoi, peu importe, là, qui dit qu'il faut diminuer 95% de la population. OK? Bon. Alors, voyez-vous, là, nous sommes dans les CHSLD, on fait rien qu'il faut pour soigner les gens CHSLD. Les gens CHSLD sont morts. Les gens qui sont malades de d'autres affaires, on les empêche d'aller à l'hôpital. Mais non! Il faut réserver des lits pour les gens COVID-19. Alors, on s'occupe plus de vous. Vous allez tomber malade, vos maladies vont s'aggraver. Pouf, ces gens-là vont mourir. Bravo! Bravo! Le dépistage et les tests. L'une des principales stratégies à déployer pour lutter contre la pandémie est la mise en place d'une approche réfléchie et efficiente pour tester et diagnostiquer les cas soupçonnés de COVID-19. Le ministère et le réseau ont dû s'adapter rapidement pour effectuer un volume important de prélèvements et d'analyses en laboratoire. Et c'est à ce moment-là qu'est née la codémie. La pandémie a été remplacée par la codémie à ce moment-là. Bon, et ça, c'est quelque chose que je me pose énormément de questions. Écoutez bien ça. Les difficultés vécues. Même si le Québec s'est maintenu en bonne position en matière de tests effectués, il a rencontré plusieurs difficultés au cours de la première vague. Le début de la pandémie a été marqué par des enjeux de disponibilité de ressources humaines et d'approvisionnement en matériel médical, tous deux nécessaires pour les prélèvements et l'analyse en laboratoire. Un nombre insuffisant de cliniques et de laboratoires ont initialement été affectés aux prélèvements et analyses COVID-19 en début de crise, engendrant des délais, une accumulation de plus de 15 000 tests en attente d'analyse au 27 mars. Des solutions mises en place. Un réseau spécifique a été mis en place à travers le Québec pour effectuer les prélèvements avec l'identification de 60 cliniques désignées de dépistage et 96 cliniques désignées d'évaluation pour une capacité quotidienne théorique de 14 000 prélèvements. Différents modèles de cliniques et de dépistage ont été mis en place selon les besoins locaux, dont certains en mode service à l'auto, des cliniques mobiles, blablabla. Les analyses ont été prises en charge graduellement dans 48 laboratoires, incluant le Laboratoire de santé publique du Québec, pour une capacité théorique de 20 000 analyses par jour. Là, on est capable de faire régulièrement de 30 à 40 000 tests par jour. On avait de la misère à en faire 14-20 000. Et là, voyez-vous, là, où est-ce qu'il y a eu des progrès extraordinaires pendant la codémie? C'est rien que dans les tests.
Voyez-vous ici, ça c'est l'augmentation, la variation des tests, OK? Au plus haut, on voit 19 664 tests. À cette heure, on est capable d'en faire 30, 35, 40 000 tests. Le gouvernement n'a fait que ça pour alimenter l'hostie de codémie. On va s'occuper des tests. Le restant, fuck all, à zéro rien. Les technologies de l'information. La téléconsultation et la visioconférence, le télétravail, le fax électronique, le fameux fax, les milieux de vie pour aînés. Il ne fait aucun doute que les personnes aînées sont parmi les plus vulnérables à la COVID-19. Plus de 91% des personnes décédées de cette maladie au Québec avaient plus de 70 ans. Cependant, un aspect essentiel à l'envergure et à la gravité de la crise ayant éprouvé le Québec est sans aucun doute le concept de milieu de vie et d'hébergement en collectivité, où vivaient plus de 89% des Québécois décédés des suites de la maladie. Quoique la pandémie qui sévit toujours est certainement la plus importante qu'ait connue la province depuis des décennies, il est clair qu'elle ne justifie pas à elle seule la situation vécue à certains endroits et que plusieurs lacunes du système de santé ont convergé dans ces lieux. Mon Dieu, le gouvernement qui avoue qu'il y a des affaires qui clochaient. Les difficultés vécues. Des difficultés majeures dans l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que de disponibilité et de mobilité de personnel ont affecté ces milieux, contribuant par le fait même à la transmission du virus. La pandémie a mis en lumière une problématique déjà existante, mais exacerbée par ce contexte. Ces difficultés ont été exacerbées par les mesures préventives d'interdiction de visite des proches aidants dans ces milieux. Ces mesures sanitaires ont privé les personnes hébergées du soutien essentiel de leurs proches dans des moments très difficiles jusqu'à l'assouplissement des consignes à la mi-avril. Alors, les histoires d'horreur de ces personnes âgées-là qui étaient comme carrément en prison, enfermés dans leur chambre avec personne qui s'occupait d'eux, là, ben c'est ça. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire ici, mais à mots couverts. La main-d'œuvre, les difficultés vécues, la disponibilité des ressources humaines pour répondre aux besoins exceptionnels de la pandémie fut parmi les premiers enjeux pour lesquels le gouvernement a dû agir, dans un contexte où une pénurie de main-d'œuvre affectait le réseau de la santé et des services sociaux avant même le déclenchement de la crise. Au plus fort de la crise, plus de 12 000 employés étaient absents de leurs fonctions, provoquant des situations de rupture ou de risque de rupture de service. L'absentéisme dans les milieux privés a complexifié cette situation, les établissements étant aussi appelés à pallier le manque de ressources humaines dans ces milieux, à même leur bassin de main-d'œuvre déjà fragilisé. Et ceci est capital. La grande mobilité et l'introduction massive de nouveaux personnels peu qualifiés ont constitué un défi de taille en créant un contexte peu propice à l'application adéquate de mesures de prévention et de contrôle des infections. Les solutions mises en place. Alors, ça c'est un petit peu une wish list, des affaires qu'il faudrait qu'on règle. Alors, on a plein de bonne volonté. Tout ça, ça a été écrit au mois d'août. Rendu au mois d'octobre, il n'y avait absolument rien de ça qui a été fait. Alors, je vous le lirai même pas, ça ne sert à rien. Le soutien aux clientèles vulnérables. Les difficultés vécues. L'arrivée d'une crise sanitaire de l'envergure de celle qui frappe le Québec depuis le mois de mars amène des impacts majeurs sur l'ensemble des citoyens, tant sur la santé physique que mentale, que ce soit en raison des mesures sanitaires, des répercussions économiques ou du contexte généralement anxiogène.
La situation est difficile pour la plupart d'entre nous. Les répercussions sont encore plus importantes chez les personnes les plus vulnérables de notre société, le contexte amenant une tension additionnelle sur des situations déjà précaires. L'offre de soins et de services offerte à ces clientèles a été considérablement réduite pendant les premiers mois de la crise, soit pour des motifs sanitaires ou de permettre la réaffectation du personnel à des activités dédiées à la lutte contre la COVID-19. Les estis de cliniques de tests sales, entre autres. Ce délestage d'activité a affecté l'ensemble des secteurs, notamment les soins à domicile. L'isolement social, la perte de revenus, l'anxiété entourant la crise et la suspension de plusieurs services de santé physique et de services sociaux sont certaines des conséquences sur les citoyens que le ministère devait absolument limiter afin de veiller au bien-être de la population pendant cette période exceptionnelle. Le gouvernement n'a rien fait. Quand je vous dis là, que toutes les personnes, toutes les 3 hosties de ministres là, qui ont signé la lettre de ce bilan-là au début, ces personnes-là sont toutes responsables de ça. Ces personnes-là devraient tout de suite se ramasser en prison et être accusées de crimes contre l'humanité. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas juste les décès dans les CHSLD qui sont graves, mais c'est tout ce que je viens de vous dire là aussi. Puis les gestionnaires là, qui sont en arrière de tout ça, les hauts fonctionnaires qui sont en arrière de tout ça, devraient tous se retrouver eux aussi au tribunal de La Haye, genre pour crime contre l'humanité, tout de suite. Mais on fera rien avec ça. Ils préfèrent laisser mourir des gens encore. On est rendu au mois de janvier 2020, puis on a le dictateur là, néandertalien Legault, là, qui veut encore rajouter des mesures, puis des mesures, puis des mesures qui servent à rien. Alors que tout le monde capote, on n'est plus capable. Fait que, regarde, moi j'espère qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'en occuper de François Legault. En voulant dire que, regarde, là, il y a des avocats qui sont en quelque part, qui sont supposés être des criminalistes ou quelque chose de même, mais c'est quoi vous faites? C'est quoi vous attendez pour les accuser de crimes contre l'humanité? Hey, vous avez même un rapport signé du gouvernement ici, là, qui confirme la responsabilité de ces gens-là. Il n'y a personne qui fait rien. La possibilité d'une deuxième vague de contamination. L'absence de médicaments et de vaccins. Surtout, aucune réponse médicale au virus n'est actuellement disponible. C'est faux. C'est faux. Et dans le truc que j'ai vu là, du Collège des médecins, ils ont envoyé 2 notes, une au mois de mars et une au mois d'avril, disant aux médecins de ne pas prescrire d'hydroxychloroquine, de colchicine, de rien de ça. Et après ça, il n'y a aucune note qui dit vous pouvez prescrire ces médicaments-là. Alors ne venez pas dire qu'il n'y avait pas aucun traitement. C'est vous qui avez décidé qu'il n'y avait aucun traitement parce que vous êtes des hosties d'incompétents et d'ignorants qui connaissaient rien. Des hosties de criminels qui sont responsables de la mort de toutes ces personnes-là et puis de toutes les conséquences économiques et puis de tous les suicides puis en tout cas, regardez, les détresses psychologiques, toutes ces affaires-là. La vaccination est l'une des mesures les plus efficaces pour prévenir une maladie infectieuse. C'est faux. On le voit, là, la campagne de vaccination, qu'est-ce qui se passe présentement? Déjà, en partant, c'est un fiasco. Puis deuxièmement, l'efficacité du vaccin n'est pas là pantoute. Puis troisièmement, en plus, vous respectez même pas le protocole des compagnies pharmaceutiques qui font les vaccins. Fait que votre vaccin, là, vous allez vous le crisser dans le cul parce que ça va absolument pas nous sortir de cette situation-là. La seule affaire qui va nous sortir de la situation, là, c'est la nature parce que là, on est rendu au mois de janvier. Les cas sont en train de baisser. Puis comparativement à ce que François Legault nous dit, là, que voyez-vous, là, comment est-ce que le confinement puis le couvre-feu, ça fait diminuer les cas. Mon tabarnak, c'est crissement faux ce que tu nous dis là, câlisse. Fait que merci à Dame Nature qui va faire que, regardez, les cas sont en train de baisser parce que c'est comme ça.
Parce qu'il y a une immunité collective aussi qui s'est faite, qui n'est jamais pantoute parlé nulle part là-dedans. Fait que Dieu merci, on va arriver au printemps bientôt, là. Et puis après ça, on va avoir la calice de paix. Mais voyez-vous toutes les estimes mesures qu'on a faites, là, qui n'ont rien donné? Il n'y en a aucune crise de ces mesures-là qui va être enlevée. Zéro. Là, ici, là, il nous parle de l'arrivée d'une deuxième vague au mois d'août. Puis il en parlait avant ça. Ah, on va préparer plein d'affaires, blablabla, ça va être merveilleux. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. La situation est encore pire avec la deuxième vague que dans la première vague. L'impact de la pandémie sur la santé physique et psychologique de la population. Un impact majeur sur les maladies non transmissibles, sans blague. Pensez-vous que vous apprenez quelque chose là-dedans? Les raisons de la baisse des services. Pendant plusieurs semaines après la déclaration d'état d'urgence sanitaire, des personnes nécessitant des traitements pour certaines maladies comme le cancer, les cardiopathies et le diabète n'ont bénéficié que des services médicaux prioritaires pour leur santé. Un délestage massif des services de santé et des services sociaux a été nécessaire pour permettre la préparation du système de santé en amont de la crise, puis pour répondre aux immenses besoins qui sont apparus, particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables, et pour mettre en œuvre les services requis afin de contrôler la propagation du virus, comme le déploiement des cliniques désignées pour les tests de la COVID-19. C'était ça qui devenait important pour le gouvernement, le Stitcodémie? Il faut maintenir la crise artificiellement en créant une pénurie de main-d'œuvre dans le système de la santé pour aller s'occuper de l'académie. Puis voyez-vous en haut, il est écrit « Ah, pourtant, il n'y a aucun traitement de la COVID, puis ci, puis ça, nanana, ce qui était faux, là. » Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est de trouver des cas de COVID-19, puis après ça, on travaille plus. On fait plus rien. C'est ça le système de la santé au Québec. Notre système qui fait... On fait, oh, on est tellement fiers de notre système. Wow! Seuls certains services essentiels ont été maintenus, tels que les traitements en cancérologie, l'obstétrique. Encore une chance, hein? Les femmes enceintes là, qui vont accoucher. Et les activités chirurgicales urgentes. La protection de la jeunesse. Au total, 36 590 enfants ont fait l'objet d'au moins un signalement retenu en 2019-2020. Il s'agit d'une moyenne de 324 situations d'enfants signalées par jour au Québec. Les principaux motifs de rétention de signalement sont la négligence ou un risque sérieux, négligence, dans une proportion de 33,3%, l'abus physique ou un risque sérieux d'abus physique, 31,4%. La plupart de ces signalements sont issus du filet de protection sociale qui s'installe autour de l'enfant lorsqu'il fréquente les services de garde, les milieux scolaires ou des services communautaires. Quoique les importantes mesures de confinement mises en place au Québec avaient pour objectif initial de protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population face à une menace qui amenait son lot d'inconnus, celles-ci ont aussi eu pour effet d'isoler des jeunes et des enfants dans des situations précaires pouvant porter atteinte à leur bien-être. Caliste que je capote. Précisons aussi que les services de première ligne aux familles, enfants et jeunes vulnérables ont été suspendus pendant la crise afin que le personnel puisse être réassigné au suivi des enfants en protection de la jeunesse pendant le confinement. Tabarnak.
Quoique ce suivi était essentiel, il importe de souligner que ces services délestés servent à soutenir ces clientèles vulnérables face aux difficultés vécues et visent à éviter l'intervention des directions de protection de la jeunesse. Les conséquences du délestage de ces services peuvent donc être très sérieuses sur le bien-être de plusieurs jeunes et enfants. Le confinement des enfants et des jeunes. Les enfants, et plus particulièrement les adolescents, ont besoin du contact social avec leurs pairs. Les mesures de confinement ont eu des impacts significatifs sur les enfants en situation de vulnérabilité ou ceux encadrés par la protection de la jeunesse. Les pertes d'emploi et le climat généralement anxiogène engendré par la crise ont occasionné chez les parents un stress pouvant exacerber des comportements nocifs. L'isolement social et la fermeture des écoles ont entraîné une diminution de 20% des signalements. En 2019, environ 20% des signalements provenaient des milieux scolaires. Écoutez, là, je vais passer directement à la conclusion de tout ça, OK? Parce que là, je vous le dis, je suis plus capable d'en voir, là. Ce rapport-là est un portrait, est un résumé de la catastrophe du Québec dont François Legault, Himmler Dubé, toute la petite gang de caves du gouvernement en haut de Chris, de tabarnak, ils sont responsables de tout ça, cette gang de câlisses-là. Ils sont encore en liberté à nous faire chier. Hey, les services en déficience intellectuelle et défiance physique, qu'est-ce que vous pensez? C'est la même affaire, Chris, ils ont tout abandonné, ces gens-là aussi. Les services aux enfants de 0 à 5 ans, tout abandonné. Services de réadaptation, tout abandonné. Autres clientèles vulnérables, tout ça, ça a tout été... Puis, la deuxième vague, ça n'a pas été mieux, là. Est-ce que c'est dégueulasse, ce rapport-là? Il m'écoeure. Ah ouais. Conclusion. La pandémie de la COVID-19 qui afflige le monde entier est un événement exceptionnel représentant un défi considérable pour tous les gouvernements. Des mesures importantes doivent être mises en place afin de protéger la population et soigner les personnes affectées dans un contexte où les systèmes de santé sont déjà hautement sollicités en temps normal. Chris, ça fait des dizaines d'années, câlisse, qu'on vous donne des dizaines de milliards, que là, on est rendu qu'on calcule en centaines de milliards. Votre crise de système de cul de câlisse, ben, il marche pas en tout. L'absence de vaccin, on s'en crisse du vaccin, ça sert à rien, votre câlisse de vaccin. En plus, là, vous shootez des personnes qui sont déjà en fin de vie. Il y a même des gens qui sont morts, Chris, parce que vous les avez vaccinés, puis ils sont tellement fragiles qu'ils sont morts du vaccin. Bravo, hein? Gang de caves. La présence soutenue du virus dans les communautés ainsi que la possibilité d'une deuxième vague. Hey, vous nous parlez de cette deuxième vague-là depuis le mois de mai. Ça date du mois d'août. Puis Chris, vous avez rien fait. Hey, c'est l'enfer. Sont autant de facteurs ayant incité le ministère de la Santé et des Services sociaux à tirer des leçons de la première vague de la pandémie, à établir un plan d'action afin d'adapter le système de santé et de services sociaux québécois à cette nouvelle réalité et à préparer les correctifs nécessaires afin d'affronter cette éventuelle deuxième vague. Je suis plus capable. Je vous ai-tu assez écœuré avec ma vidéo? Imaginez-vous, là, quand j'ai lu ce rapport-là, là, pour les fins de la vidéo, je l'avais déjà lu une première fois. Puis là, je l'ai lu une deuxième fois. Je suis plus capable. Plus capable. Fait que c'est ça, mes chers citoyens lucides. La belle gestion de crise du gouvernement, nos criminels de gouvernement qui sont responsables de tout ça. C'est plaisant, hein, de voir qu'est-ce qu'ils regardent. Avez-vous vu, ils se sont donné à peine de faire un rapport. Puis des rapports comme ça, là,
avec le problème du système de la santé, là, ben il y en a des problèmes comme ça depuis des dizaines puis des dizaines d'années. Ils ont tous pris ces astis de rapports-là, ils les ont collés sur des tablettes puis ils n'ont rien fait. Et c'est là qu'on est rendu. Alors, le rapport, je vous le mets dans ma page Facebook. Fait que si ça vous tente d'aller le lire, là, puis de faire la job des journalistes de marde qui auraient dû faire ça, là, puis qui s'en sont pas occupés, en tout cas, ben vous aurez le rapport dans ma page Facebook. Alors, je suis désolé de vous avoir choqué, là, mais regardez, on n'a pas le choix. C'est parce que là, on est écœuré. Il y a du monde qui ne comprenne pas pourquoi on en est rendu ce qu'on en est rendu là. Ben, vous avez eu toutes vos réponses, là. Fait que, ben, mes chers citoyens lucides, j'espère que vous passerez quand même la plus merveilleuse des fins de semaine. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.